Il faut vraiment penser que le sommeil, c'est l'une des positions les plus vulnérables. On est en position allongée, c'est une des positions où on ne peut pas activer nos mécanismes de combat et de fuite, de fight or flight, simplement parce qu'on dort. Donc si ton système nerveux il se sent jamais en sécurité, qu'en fait il a l'impression d'être en pleine nature où tu sais pas s'il y a pas un tigre qui va sortir des buissons ou une bête sauvage qui va t'attaquer, c'est normal que tu trouves jamais le vrai repos. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Là du labeur, je me hâte vers mon lit, le cher repos pour des membres fatigués par le voyage. Mais alors commence un voyage dans ma tête. Ça, c'est un extrait du 27e sonnet de Shakespeare. Donc on voit que Shakespeare, il connaissait déjà l'anxiété, il connaissait déjà les insomnies, et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Bienvenue dans Pas de soucis, dans cet épisode sur le sommeil. C'est un épisode que vous m'avez demandé et je suis super heureuse de donner ces informations parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup et que je vois beaucoup avec mes clients, avec mes clientes en coaching. Et donc on va parler de sommeil. Alors qu'est-ce que j'entends et que je vois le plus ? Peut-être que c'est toi, t'es épuisé mais t'arrives pas à dormir. Vraiment, tu sais, comme un enfant. C'est que les enfants, quand ils sont fatigués, ils sont excités. C'est vraiment ça. Je suis fatiguée, je suis épuisée, mais j'ai envie de faire encore des choses. Il y a comme deux parties de moi en conflit à l'intérieur. Donc je suis épuisée, mais j'arrive pas à ralentir, j'arrive pas à me mettre au lit et in fine, j'arrive pas à dormir. Ou peut-être que tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. Tu t'endors bien, mais tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. Ou peut-être que tu te réveilles le matin fatigué et tu as beaucoup de mal à émerger. Peut-être que tu te réveilles le matin déjà avec l'anxiété dans le ventre ou dans la gorge. Ou peut-être que tu es fatigué la journée et c'est plutôt le soir que tu as le pic d'énergie alors que c'est là où tu devrais dormir. Déjà, ce que je veux dire avant de commencer sur ce sujet, c'est que tout ça, c'est réel. Et je sais que très certainement tu t'en veux, parce que tu lis partout ce qu'il faut faire, réduire les écrans, se calmer le soir, aller se coucher tôt, manger léger au dîner, et peut-être tu fais tout ça ou t'arrives pas super bien à le faire parce que ta physiologie, elle te laisse pas faire, tout simplement. Et oui, il y a une question de volonté et d'intention là-dedans aussi, de se dire maintenant je vais me concentrer là-dessus et je veux bien dormir, un peu comme quand on veut perdre du poids, souvent d'ailleurs c'est lié les deux, mais c'est pas non plus que une question d'intention et de volonté. Et c'est pas dans ta tête. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui se passe avec ton sommeil, je vais te parler du système nerveux, je vais parler théorie polyvagale, je vais parler un petit peu des hormones et du mode de vie aussi, mais vraiment de choses accessibles et qui font vraiment une différence et qu'on a testé à la maison. Aussi, avant de commencer, une preuve que c'est pas que une question de mode de vie, de lifestyle, le sommeil. Et sûrement que tu vas m'en vouloir quand tu vas entendre ça, parce que vraiment, je fais un épisode sur le sommeil là, mais moi j'ai toujours très bien dormi. Moi, je travaille souvent jusque tard le soir et j'ai toujours dormi comme un bébé. Même dans les périodes les plus stressantes de ma vie, je pose la tête sur l'oreiller et je dors. Je pense que c'est un talent que j'ai pas vraiment de routine du soir, à part me poser dans mon lit avec une infusion, une tisane, ça je le fais, et ne pas regarder de choses qui sont source d'adrénaline. Ça par contre, je sais que ça perturbe mon sommeil. Moi, je suis hyper sensible à ça, je regarde aucun truc à suspense, ou même où il y aurait, je sais pas, des histoires de meurtre ou je sais pas quoi, je regarde rien de tout ça. Ça, c'est vraiment mes hard rules, l'infusion le soir et pas de choses qui me déclencheraient du cortisol ou de l'adrénaline, mais pour le reste, j'ai rien de vraiment organisé. Par contre, j'ai beaucoup étudié la question du sommeil pour mes clients et avant ça, pour mon mari, qui, quand je l'ai rencontré, avait de grosses insomnies. Et il faisait cette procrastination revanche. Je sais plus comment on appelle ça, revenge procrastination en anglais, je crois. Tu sais, c'est ces gens qui vont pas dormir parce qu'ils savent qu'ils vont pas dormir ou mal dormir. Donc du coup, il allait se coucher à des trucs comme 3h du matin. Il était complètement décalé, tout le temps fatigué. Et donc on a beaucoup travaillé sur son sommeil, sur son rythme. Et aujourd'hui, il a un sommeil tout à fait normal. Il dort la nuit, il se réveille beaucoup plus rafraîchi le matin et tout va mieux. Commençons avec ce sujet du sommeil.
Et pour ça, on va revenir sur le système nerveux autonome, sur toutes ces réponses automatiques du système nerveux. Le système nerveux autonome, il a plusieurs fonctions. Donc, une des fonctions, c'est les réponses de fight, flight, freeze, qui déclenchent l'adrénaline, le cortisol, qui redistribue le flux sanguin dans l'organisme, qui modifie les niveaux d'hormones, qui va changer les schémas physiologiques de base comme la respiration, le rythme cardiaque. Ça, c'est, voilà, fight, flight, freeze, ces réponses de survie. Ça, c'est une fonction du système nerveux autonome. Une autre fonction du système nerveux autonome, c'est tous les processus physiologiques automatiques, autonomes, hein. Tout ce qui se fait sans qu'on ait besoin d'y penser, le système immunitaire, la libération des hormones, la variabilité de la fréquence cardiaque, la respiration, la température, la digestion, l'absorption des nutriments, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait de façon autonome. Or, si t'es épuisé et que tu fais tout ce qu'il faut, l'infusion de camomille, le yoga nidra, la pleine conscience, le pas d'écran, écrire tes pensées quand t'as la to-do list qui arrive dans la tête, etc., mais que t'arrives toujours pas à dormir, et que dès que tu poses la tête sur l'oreiller, c'est go, 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 comme si ça se réveillait dans ta tête dès que tu poses la tête sur l'oreiller, peut-être que même c'est dans le corps aussi que tu sens ça, qu'il y a par exemple des impatiences dans les jambes. Ah si, ça c'est quelque chose que j'ai eu. Les impatiences dans les jambes, j'ai eu des périodes comme ça où je faisais des semaines avec des impatiences dans les jambes et après ça partait comme c'était venu. Donc voilà, t'as cette envie de bouger, t'as l'impatience dans les jambes, ça va à 1000 à l'heure dans la tête et en même temps t'es épuisé. Ça me dit qu'il y a une dérégulation sous-jacente de ce système nerveux autonome. Et souvent, ce qui se passe quand on n'arrive pas à dormir, c'est qu'il y a cette hyperactivation sympathique. Si t'as une vie classique, on va dire, et que t'es active dans la journée, très souvent, c'est go, 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 sympathique plus, pas de pause, pas de moment down, pas de moment nécessairement où tu prends le temps de t'orienter, de ralentir. Donc il y a toute cette activation qui vient du stress chronique de la journée, et il y a toute cette activation aussi parce qu'il y a eu trauma, et que ton système nerveux pense qu'il y a danger. On se souvient souvent ce qui se passe dans le trauma, c'est que dans ta tête, tu sais que c'est terminé, mais dans ton corps, il sait pas que c'est terminé. Donc il y a toute cette activation, et couplons ça avec le stress chronique de la journée, ça fait énormément d'énergie sympathique à l'intérieur. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que pour contrer toute cette énergie sympathique, dans la journée, et pas que le soir, dans la journée aussi, il y a toute cette énergie dorsale, donc du système parasympathique, du coup de l'autre versant, qui essaie de calmer le jeu. Et donc on a toute cette énergie sympathique et toute cette énergie dorsale qui essaie de calmer le jeu, et ça draine énormément le système. Et c'est pour ça que t'es épuisé. C'est vraiment cette métaphore de la voiture où t'appuies sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Imagine-toi appuyer à fond sur le frein et à fond sur l'accélérateur en même temps de la voiture. Ça va faire tout et ça va pas très bien avancer, ça va fumer, ça va faire un bruit monstre et on va pas aller très loin. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton corps, dans ton système, quand il y a des régulations. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'il y a toute cette énergie dorsale, donc du parasympathique qui s'enclenche, que l'énergie sympathique, elle disparaît, elle est toujours là. Donc il y a ces deux énergies hyper fortes qui sont toujours là. Donc si tu veux retrouver une relation de paix avec le sommeil et recommencer à dormir, il faut vraiment amener cette régulation profonde au système nerveux. Et ça, c'est ce que je fais dans mon travail. Ça commence par l'éducation, donc avec ce que tu es en train d'écouter là, et puis ensuite vient le travail somatique. Attention ici, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles font du travail somatique, donc soma ça veut dire corps, avec le corps, mais en fait tout est drivé par la tête. Et je pense que quand on n'arrive pas à dormir, tout ce qu'on peut faire le soir, ça illustre très bien ça. Quand tu veux dormir, tu fais toutes ces choses. Souvent c'est forcé en fait. Moi, souvent, je dis à mes clients et à mes clientes qui ont tous ces routines du soir là super organisées, ok, qu'est-ce qui se passerait si t'amenais un petit peu plus de fluidité, si tu te lâchais un peu plus la grappe? Parce que souvent, c'est forcé et tout est drivé par la tête, en fait. C'est, ok, j'ai lu que je devais mettre mes jambes contre le mur, donc je vais mettre mes jambes en l'air. Mais en fait, je prends pas du tout le temps de sentir ce que ça fait d'avoir les jambes en l'air, de sentir le calme m'envahir. J'ai vu sur internet qu'il fallait que je fasse telle posture de yin yoga, alors je vais faire telle posture de yin yoga. Mais en fait, je prends pas le temps de sentir l'étirement, de sentir cette partie du corps qui se relâche. Et en fait, finalement, t'as une to-do list de sommeil, mais c'est toujours une to-do list. Et qu'est-ce que ça fait la to-do list ? Ça fait appel à ta tête et ça fait appel au sympathique.
Donc ce qu'il faut vraiment arriver à faire, c'est à faire quelque chose de fluide, de doux, où c'est toi qui suis ton corps, en fait, pour une fois, et pas l'inverse. Un peu ce qu'on fait en breathwork. D'être dans tes sensations, et c'est toi qui suis ton corps. Ok, je sens que mes jambes, elles ont envie de bouger. Qu'est-ce que ça fait si je bougeais lentement les jambes ? Tiens, je sens que j'aurais envie de mettre les jambes en l'air. Ok, qu'est-ce que ça fait ? C'est pas très facile à expliquer ça parce que c'est vraiment ce que Peter Levine appelle le felt sense. Ça, le felt sense, c'est vraiment ce qui tient des sensations, du ressenti et de l'intention aussi qu'on va mettre dans ces pratiques et qu'on va porter à travers ça à notre corps et à notre système. Mais c'est vraiment ça qu'on doit amener, c'est à ça qu'on doit arriver pour vraiment que ça devienne naturel de dormir quand c'est l'heure, parce qu'on a amené cette régulation, cette sécurité dans le système. Donc le travail pour mieux dormir et pour arriver à dormir et vraiment avoir ce sommeil réparateur, c'est-à-dire ce sommeil où les cellules se régénèrent, où la paroi intestinale se répare, où le fluide là dans le cerveau, maintenant le nom m'échappe, qui est 10 fois plus actif pendant le sommeil et qui permet de détoxer littéralement au niveau du cerveau, d'éliminer les toxines, que tous ces processus-là puissent se faire, parce que c'est des processus qui se font pendant le sommeil, il faut avoir un sommeil réparateur pour ça. Donc pour avoir ce sommeil réparateur, dormir, pas tout le temps se réveiller, s'endormir quand c'est l'heure d'aller dormir, le travail, c'est vraiment les pratiques somatiques, c'est ce travail de régulation profonde du système nerveux autonome. Après, on lit plein de choses sur le sommeil, donc il y a quand même quelques éléments que je veux expliquer, que je veux éclairer. Peut-être que tu vois aussi toutes ces choses sur le nerf vague pour le sommeil. Il y en a plein sur Internet. Il y a plein de choses sur le nerf vague en général sur Internet. Ça, c'est un peu le buzzword du moment. Avant, c'était l'inflammation. Maintenant, c'est le nerf vague. On est passé un peu par le système nerveux, mais on est allé vite vers le nerf vague parce que c'est plus facile, on comprend mieux quand même. Et puis, c'est plus réducteur, donc c'est encore mieux si c'est réducteur. Mais en tout cas, on voit plein de choses sur le nerf vague. Pardonne l'ironie, je veux juste que tu comprennes ici que le nerf vague, c'est pas tout le système nerveux et que c'est pas juste en biohackant le nerf vague qu'on va réguler en profondeur son système nerveux. C'est vraiment un rappel super important à faire ici. Mais en tout cas, nous, on veut comprendre parce qu'effectivement, le nerf vague, il a un rôle en lien avec le sommeil. Effectivement, quand il y a des régulations, le nerf vague, il fonctionne plus de façon optimale. Et c'est en partie pour ça qu'en plus de ne pas pouvoir dormir, on n'a pas non plus un sommeil réparateur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas accès à ce fameux état qu'on appelle rest and digest en anglais, donc repos et digestion. On n'a pas accès à ce circuit ventral du système nerveux autonome, à cette branche ventrale du nerf vague. Elle n'est pas active ou pas comme elle devrait l'être, en tout cas pas de façon optimale. Quand tu penses au nerf vague, je veux que tu penses au frein d'un vélo. Okay ? Le nerf vague, c'est vraiment le frein de la physiologie. Je vais l'expliquer en quelques mots. Le système nerveux autonome, on est d'accord que c'est un grand système. Il y a le circuit sympathique et le circuit parasympathique, mais c'est un grand système. Donc on ne peut pas espérer avoir cette hyperactivation sympathique sans que ça ait d'incidence sur la branche parasympathique. Je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a tellement de sympathique, le système nerveux, il essaie de contrebalancer avec de l'énergie parasympathique. Mais le truc, c'est que quand il y a de l'activation et de la dérégulation de façon assez intense, donc quand il y a eu trauma, le système nerveux, il va amener cette énergie parasympathique à l'aide de la branche dorsale du nerf vague. Donc à l'aide de cette branche, c'est une branche, la branche dorsale, qui est beaucoup plus grossière, qui est beaucoup plus rapidement efficace aussi, mais beaucoup plus grossière que la branche ventrale. Donc c'est un peu comme si ton système nerveux, il sent qu'il y a beaucoup de sympathique, donc ça appuie vachement sur l'accélérateur, et donc il enclenche le frein à main. Okay. L'image, elle est vraiment celle-là. Elle est grossière, mais elle est celle-là, et elle marche bien pour comprendre. Parce qu'il y a cette dérégulation sous-jacente qui vient du trauma dans le système, ton système, il n'a pas accès à cette régulation subtile par la branche ventrale. Et donc, on n'a pas accès à cet état ventral où la vraie régénération se fait. La régénération cellulaire dont je parlais tout à l'heure, la réparation de la paroi intestinale, tout ce qui doit se faire pendant le sommeil. Donc peut-être que tu te dis que t'as pas de problème de sommeil, mais en fait tu te réveilles épuisé, grincheux, grincheuse, en ayant l'impression d'avoir dormi 2 heures et pas 8. Et ça, c'est parce que tu dors, oui, mais t'as un sommeil que j'appelle assommé, moi. T'es comme assommé, mais l'activation, elle est toujours là. Ça, c'est très bizarre, mais on peut être endormi. Tu sais, c'est ce sommeil de quand t'as pris un somnifère et que t'as l'impression qu'un camion t'est tombé dessus. Ou alors,
autre extrême du spectre, t'as un sommeil hyper léger, le moindre bruit te réveille. Ça, c'est quand t'es endormi et activé à la fois. Et si ton système, il se sent jamais en sécurité, c'est ce qui va se passer. Il faut vraiment penser que le sommeil, c'est l'une des positions les plus vulnérables. On est en position allongée, c'est une des positions où on ne peut pas activer nos mécanismes de combat et de fuite, de fight or flight, simplement parce qu'on dort. Donc si ton système nerveux, il se sent jamais en sécurité, qu'en fait, il a l'impression d'être en pleine nature, où tu sais pas s'il y a pas un tigre qui va sortir des buissons, ou une bête sauvage qui va t'attaquer, c'est normal que tu trouves jamais le vrai repos. Et ton système nerveux, il fait ça de façon complètement inconsciente, on est d'accord? Là, c'est cette fameuse neuroception. S'il a une neuroception constante de danger, bien sûr qu'on va pas pouvoir aller dans le sommeil en se sentant tranquille, en pouvant vraiment se déposer et se reposer. Et ça, cette hyperactivation sympathique avec pas d'accès à la branche ventrale du parasympathique, ça a des incidences au niveau hormonal. L'une des hormones du sommeil, la mélatonine qu'on connaît bien, elle est libérée que quand le parasympathique fonctionne correctement. Et la mélatonine, elle nous aide à dormir. On le sait, il y a même des personnes qui prennent de la mélatonine pour dormir. Donc c'est ça qui va se passer. Si les bonnes hormones sont pas libérées et le nerf vague et fonctionne pas bien, on dit qu'il est sous-actif, on parle de tonus vagal faible, on va pas arriver à s'endormir ou on s'endort sans problème mais on se réveille constamment pendant la nuit. Un autre sujet, qui est pas vraiment un autre sujet parce que ça vient quand même parler de trauma et de dérégulation, c'est si tu te réveilles le matin avec de l'anxiété ou que tu te réveilles au beau milieu de la nuit même, je dis avec de l'anxiété mais voire en attaque de panique, avec vraiment cette peur, cette terreur en fait inexpliquée et peut-être inexplicable, on va voir pourquoi, qui te réveille dans la nuit ou avec laquelle tu te réveilles le matin. Moi, j'ai des clientes qui me disent je me réveille le matin et j'ai déjà la boule au ventre, j'ai déjà la boule dans la gorge, ça va pas, je saute presque du lit, voilà, c'est vraiment comme s'il y avait un lion à mes trousses et je viens de me réveiller en fait. Donc, on part du principe qu'il n'y a pas de danger dans la chambre où t'es et dans ton environnement proche. Je fais ce postulat, là, pour les besoins de l'explication, ok, que t'es pas en danger immédiat. Pourquoi alors tu te réveilles en plein milieu de la nuit ou le matin, déjà avec cette anxiété? Ici, on vient vraiment toucher la corde du trauma préverbal. Il y a eu pendant longtemps cette croyance et ces pratiques depuis plus de 50 ans, ces pratiques de laisser les bébés pleurer. Okay, on disait en anglais cry it out, ok. Donc on laisse les bébés s'endormir en pleurant. Parce qu'il y avait cette idée qu'il faut que les bébés apprennent à s'autoréguler et qu'il faut pas créer de dépendance avec le parent. Bon, je vais essayer de pas être trop ironique ici, mais tu entends autour de ma voix ce que je pense de ça. Maintenant, on sait, sans l'ombre d'un doute, on sait que ce sont des foutaises. Pardon my French, mais c'est des bêtises tout ça. Laisser les bébés crier pour qu'ils musclent leurs poumons ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe quand on met un bébé... Alors déjà, ici moi je voudrais faire appel à ton bon sens et écoute ce qui se passe dans ton corps quand je vais dire la chose suivante. On met un bébé derrière des barreaux, dans un lit, dans une chambre, dans le noir, seul, séparé de ses parents. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les bébés sont les créatures les moins résilientes du monde? Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on met ce petit être sans défense, tout seul dans le noir? Déjà juste rien que ça. C'est paniquant, c'est terrifiant. Et ça a été fait pendant des années. Peut-être que ça a été fait avec nous, ça a été certainement fait avec nos parents, ça a été certainement fait avec nos parents. Et le truc, c'est que, avec nos parents, nos grands-parents, pardon. Et le truc, c'est que on savait pas mieux. Même les pédiatres savaient pas mieux. Maintenant, on sait et on commence à en parler de ces choses-là, mais avant, on savait pas. Et donc, mon point ici, où est-ce que je veux en venir, c'est que ces terreurs nocturnes, si je les appelle comme ça, ou ces crises de panique qui peuvent être là le matin ou dans la nuit, là, on vient souvent toucher ce trauma préverbal, cette terreur, parce qu'en fait c'est juste ça, c'est de la pure terreur, et souvent ce qui se passe, et c'est pour ça aussi qu'on peut-être que tu te dis ou qu'on se dit je suis folle, je suis fou, voilà, il n'y a pas de danger, je suis là dans ma chambre et pourtant je me réveille avec cette peur, parce qu'il n'y a pas de souvenir associé, ok, c'est préverbal, il n'y a pas de mémoire explicite associée, c'est juste ces sensations, cette terreur pure dans le corps. Donc ça peut être pour ça, parce qu'on nous a laissé
pleurer. Et peut-être que, voilà, si, à part ça, enfin, s'il y a eu cette pratique-là, pour toi ou pour tes parents, j'en sais rien, il y a eu cette pratique-là, mais en dehors de ça, t'avais des parents attentionnés, t'étais dans un environnement safe, peut-être que voilà, tu t'es très bien développé jusqu'ici, mais peut-être que t'as commencé ce chemin de guérison et là, ça commence à sortir ça. Et ça, c'est très bon signe. C'est vraiment tous ces vieux traumas qui remontent à la surface. Et c'est un peu ce pourquoi on signe, hein, quand on s'engage sur le chemin de guérison. C'est toute cette vieille toxicité qui va remonter à la surface, c'est vraiment bon signe. Et je vais parler juste après de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça émerge, ça. Mais une autre chose, une autre explication qui peut venir expliquer ces crises de panique comme ça la nuit ou cette terreur la nuit, ça peut être aussi pas forcément en préverbal, alors en préverbal peut-être, mais même un peu plus tard, ça peut être tout ce qui est hôpital, opération chirurgicale, alors ça peut être en préverbal, par exemple si on est né prématuré puis qu'on a été mis dans les incubateurs là, ça clairement. Mais après il y a aussi enfant, jeune enfant, tout ce qui s'est passé en termes médical, opération chirurgicale. Par exemple, moi j'avais de l'asthme sévère quand j'étais petite, et je me souviens, je devais avoir 6 ans je pense, je me souviens de 2 ou 3 fois où j'avais dû être hospitalisée. J'allais tout le temps la nuit, mais généralement mes parents restaient avec moi, et après je repartais, ils me faisaient les trucs à oxygène, là, et je repartais à la maison, mais 2 ou 3 fois j'ai dû être vraiment hospitalisée, rester la nuit et tout ça. Et je me souviens de ma mère qui repartait pour aller chercher mes affaires. Je me souviens de ça. Et j'étais laissée dans cette chambre là noire, parce que les infirmières, elles étaient plus loin, là, et j'étais toute seule. Terrible. Terrible. Et ça encore, j'ai de la mémoire explicite là-dessus. Je sais aussi que j'ai été opérée des végétations quand j'étais encore plus petite, et ça, sur cette opération des végétations, j'ai pas du tout de souvenir explicite. J'ai pas de souvenir verbal, j'ai aucun mot à mettre dessus, j'ai juste des sensations. Juste des sensations de... Et même là, quand je le dis, maintenant c'est ok parce que j'ai travaillé avec ça et que je peux le prendre par petits bouts, mais j'ai ces sensations de peur, en fait. De peur. Et je sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais on peut s'imaginer ce qui se passe. D'être immobilisé, d'être anesthésié, qu'il n'y ait pas de parents ou de figures d'attachement, qu'il n'y ait que du personnel médical qu'on connaît pas autour de nous. C'est hyper terrifiant, ça, effectivement, pour un enfant. Donc si t'as eu ces choses comme ça, que tu sais que t'as eu des opérations, voilà, des interventions médicales, ça peut être aussi une explication de pourquoi il y a ces choses comme ça qui peuvent revenir dans la nuit ou le matin, cette pure terreur qui n'a pas d'explication là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire quand ça arrive ? Qu'est-ce qu'on veut faire quand ça émerge, cette peur, cette panique ? Ce que tu veux faire, c'est vraiment être avec ça et être à la fois dans le présent. Parce que ce qui est vraiment important de dire, c'est que cette panique, là, cette terreur, elle est à l'intérieur du système, elle se dissout pas avec le temps, ou elle disparaît pas avec le temps. Donc si on veut s'en libérer et désactiver cette énergie traumatique, il va falloir qu'on ressente. Et quand on commence à avoir construit un peu de capacité, cette fameuse capacité au niveau du système nerveux, cette capacité à être avec nos sensations, on peut commencer à être avec ça sans le fuir. Parce qu'à chaque fois qu'on le fuit et qu'on l'ignore, hop, c'est comme si ça recoulait. Moi j'aime bien cette idée un peu peut-être de l'iceberg peut-être, ou de l'eau, en tout cas c'est tout ça qui... toute cette panique et cette terreur qui fait surface, puis en fait si je l'ignore ou si je le fuis, et ben hop, ça replonge à l'intérieur de mon système. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi ce que je veux, c'est lui permettre d'être libéré doucement, toute cette énergie traumatique. Donc, par exemple, si t'es dans ta chambre, c'est juste de te ramener dans le moment. Ok, regardez autour de toi, je suis là. Peut-être que c'est parler à voix haute aussi, et dire je suis là, je suis dans ma chambre, vraiment se réorienter aussi avec le son de ta voix, je suis dans ma chambre, peut-être que tu as besoin de marcher dans ta chambre, peut-être que tu as besoin d'aller boire un verre d'eau, de toucher ton lit, ton oreiller, vraiment de faire tout ce que tu as besoin de faire pour sentir tout ce qui est là et en même temps être complètement dans le présent. C'est pas si évident que ça, mais c'est vraiment ça le trick, c'est être complètement dans le présent et être avec ce qui est en même temps, et lui permettre d'être ressenti pour pas finalement le ravaler, le renvoyer sous la surface. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et tu peux être rassuré, ou je sais pas si c'est rassurant, mais on a quasiment tous ça. Dans nos sociétés occidentales, les bébés, ils sont mis dans des chambres toutes noires où ils dorment seuls, ils sont mis dans des berceaux, ils sont mis dans des poussettes. Et encore une fois, les adultes savaient pas mieux, maintenant on sait mieux.
Et maintenant, de plus en plus de personnes sont connectées à leur système nerveux, de plus en plus de personnes font ce travail de guérison, sont connectées aux informations comme celles que je partage ici dans ce podcast, et de plus en plus de personnes vont ressentir ça. Et donc c'est vraiment super important de savoir, ok, il y a rien qui va pas avec moi, ou il y a rien qui est pas normal, c'est ça qui est en train de remonter à la surface, cette énergie traumatique qui a pas pu trouver de résolution. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre et réaliser ça. Quand je suis tout petit enfant et que je suis immobilisée pour une opération chirurgicale, par exemple, et bien sûr, c'est pour ma santé, il n'y a pas de mauvaises intentions là-dedans, mais j'ai peur, tout ce que j'aimerais, c'est m'enfuir. Cette réponse de fuite dans l'organisme, elle a été bloquée à ce moment-là. Ou cette réponse de combat, j'aurais peut-être aimé mettre un petit coup de poing là dans la figure du médecin pour pouvoir ensuite fuir. Ces réponses de fuite, ces réponses de combat, elles sont coincées à l'intérieur et toute cette terreur et cette panique est coincée à l'intérieur aussi, et c'est ça qui doit trouver une résolution. Ok, donc ça, c'était pour la partie trauma, système nerveux et vraiment ce travail de fond de régulation du système nerveux autonome. Ça, c'est vraiment le plus important, ok ? Après, maintenant, j'aimerais répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sommeil ? Donc ici, je vais donner quelques pistes en gardant à l'esprit que le travail profond, celui qui permettra vraiment, vraiment de dormir et de pas faire un effort constant pour maintenir cette capacité à avoir un sommeil réparateur et à dormir quand je décide que je veux aller dormir, c'est vraiment ce travail de régulation du système nerveux autonome. D'autres pistes ici. Une piste, c'est d'aller faire tout ce qui te fait te sentir en sécurité. Et ici, je vais même poser la question autrement. Si je te posais la question, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité quand t'es dans ton lit, quand t'es dans ta chambre ? Et je vais même poser la question autrement, c'est si t'étais un enfant, t'aurais besoin de quoi ? Parce que je viens d'en parler, souvent la dérégulation, elle remonte aussi loin que ça. Ça peut être se bercer. Ce mouvement de se bercer, c'est aussi apaisant pour les enfants, pour les adultes. Si t'as une chaise à bascule, ce mouvement, si t'as ces boules là sur lesquelles on s'assoit au lieu de s'asseoir sur une chaise, comment ça s'appelle ? Je sais plus. Ces grosses boules là sur lesquelles on est assis qui peuvent donner aussi ce mouvement, sur lesquelles les femmes enceintes elles se mettent aussi, qui peuvent donner ce mouvement, ça peut être un super mouvement à faire. Être dans les bras de quelqu'un par exemple, faire du pot à pot avec ton compagnon, avec ta compagne, prévoir quelque chose que t'aimes faire dès le lendemain matin, par exemple, toutes ces choses qui vont marcher avec les enfants et qui marchent avec les enfants d'ailleurs, on peut se les donner aussi à nous. Une autre chose, un petit peu plus anecdotique et peut-être un petit peu plus légère, mais qui est quand même backée par la science, donc je sais pas trop quoi en penser, tu me diras si t'essayes ça. Honnêtement, ça je l'ai pas essayé parce qu'encore une fois, j'ai pas tellement de mal à dormir. Il y a une étude de 2018 de l'Université du Luxembourg qui a montré que le froid a un effet sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, cette variabilité de la fréquence cardiaque, mais c'est ça qu'on utilise, c'est l'indicateur qu'on utilise pour mesurer le tonus vagal, donc pour voir si le nerf vague est pas assez actif ou si au contraire il fonctionne bien. Et dans cette étude, la conclusion de l'étude une des phrases de la conclusion de l'étude, c'est « Les résultats ont confirmé notre hypothèse principale selon laquelle la stimulation par le froid de la région latérale du cou, donc là où passe le nerf vague, entraînerait une variabilité plus élevée de la fréquence cardiaque et une fréquence cardiaque plus faible que dans la condition de contrôle. » Donc autrement dit, l'exposition au froid, là, sur le côté du cou, ça aide cette variabilité de la fréquence cardiaque et donc ça vient stimuler le nerf vague. Et pourquoi je dis que c'est un petit peu anecdotique ? Parce qu'il y a une influenceuse, je sais même plus son nom honnêtement, mais elle a eu un truc comme 3 millions de vues sur une vidéo TikTok où elle disait qu'elle se posait un paquet de glace sur la poitrine pendant quelques minutes avant de dormir et que ça l'aidait à s'endormir. Donc tu le sais, moi, ce genre de biohacks, c'est pas trop mon truc, mais je suis quand même allée lire quelques articles là-dessus, et il y a pas mal de personnes qui disaient « Oui, j'ai essayé et ça m'a aidé aussi ». Donc du coup, tu peux essayer quelques minutes sur le côté du cou ou sur la poitrine, j'en sais rien, un sac de petits pois surgelés ou un sac de myrtilles surgelés, ça fait l'affaire aussi. Tu peux vraiment essayer ça. Quand, encore une fois, on est d'accord que ça va pas réguler le système nerveux, mais quand ta physiologie, elle est vraiment trop activée, que tu as du mal à redescendre, c'est quelque chose que tu peux essayer pour calmer le jeu et pour venir calmer la physiologie sur le moment.
Okay, encore une fois, ça ne fait pas ce travail de régulation profonde du système nerveux, mais ça peut être une aide ponctuelle. Quelques éléments aussi de lifestyle, plus de mode de vie, parce que oui, notre monde moderne, je le mets entre guillemets parce que moderne, ça veut vraiment pas dire positif, mais ok, dans notre société occidentalisée, je vais le dire comme ça, cette société, elle nous empêche de dormir aussi, c'est sûr. Ce que tu veux t'assurer de faire, c'est de bouger assez dans la journée. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est super important parce que c'est notre sympathique qui nous permet d'être en mouvement. Donc si on l'utilise pas du tout, c'est pas étonnant que c'est cette branche du système qui après va se manifester le soir en disant « Coucou, j'ai été un petit peu sous-utilisée dans la journée, donc maintenant je vais me faire entendre ». Donc vraiment important de se bouger dans la journée. Avant, j'en sais rien, les hommes ils étaient dans les champs, les femmes elles étaient à la maison à faire des tâches ménagères dans la maison toute la journée, on se bougeait. Aujourd'hui on est juste assis derrière un ordinateur pour la plupart d'entre nous, donc il faut vraiment s'assurer d'avoir ce mouvement dans la journée. Ici, je vais aussi donner 2-3 conseils de Andrew Huberman, qui a un podcast très scientifique avec de longs épisodes, mais qui propose aussi toute une boîte à outils sur le sommeil. Mais ces petits tips-là, c'est vraiment les premières choses qu'on a mis en place pour mon mari, et c'est vraiment ce qui lui a permis de retrouver un sommeil normal, je vais même pas dire quasi normal, juste normal, en quelques semaines. La première chose qu'il a faite, c'est de regarder la lumière du soleil le matin. Le matin, dans les 30 à 60 minutes, donc dans l'heure qui suit le réveil, vraiment regarder la lumière du soleil et pas à travers une fenêtre. Si tu veux pas sortir de chez toi, juste ouvre la fenêtre, mais c'est vraiment important. Et, parce que ça, on en parle beaucoup, mais ce qu'on dit pas, c'est de faire la même chose en fin d'après-midi quand le soleil se couche. Donc c'est regarder le lever du soleil et regarder le coucher du soleil. Parce qu'en fait, ces deux choses-là, ça remet le rythme circadien en place. Et ça envoie un signal très fort à tout notre système et à nos hormones notamment de ok, là c'est le moment de se lever et là c'est le moment de ralentir, d'aller se coucher et d'aller vers la descente, vers le sommeil. Quelque chose qui aide aussi, classique, peut-être que tu as déjà entendu, c'est de se réveiller tous les jours à la même heure, mais ça vraiment, ça aide énormément parce que une fois à 7h, une fois à 10h et même, honnêtement, même le week-end. Parce que surtout si tu travailles sur ton sommeil, faut pas se décaler 2 jours dans la journée et puis reprendre après la semaine parce que l'organisme il comprend rien, enfin lui il a pas de week-end. Donc vraiment si tu peux essayer de te lever toujours à la même heure. Dès que tu commences à sentir que t'as sommeil, va te coucher. Dès que tu commences à être fatigué, va te coucher. Ne prolonge pas d'1 heure, de 2 heures, quand t'es fatigué, tu vas te coucher. Ça aussi, et ça c'est peut-être le conseil le plus difficile à suivre, mais quand t'es fatigué, va te coucher. Même si ton cerveau cognitif, il estime que c'est trop tôt. On évite la caféine. Alors, Andrew Huberman, il dit éviter la caféine dans les 8 à 10 heures qui précèdent le coucher. Moi, je dis juste éviter la caféine si t'as de l'anxiété de façon générale parce qu'on sait que ça interfère avec les niveaux de sérotonine, donc t'as même pas envie de jouer avec ça. On évite la caféine de façon générale, sauf un café le week-end ou exceptionnellement, mais voilà, on évite la caféine de façon générale. Et en termes de compléments, on peut prendre du thréonate de magnésium ou du bisglycinate de magnésium, ça c'est vraiment les 2 meilleures formes. Lui, il conseille de prendre aussi 50 mg d'apigénine. Moi, je te conseille tout simplement de faire une infusion d'une bonne camomille bio, parce que l'apigénine, c'est ce qu'on trouve dans la camomille, donc autant aller chercher la version naturelle, j'ai envie de dire, et entière. Donc voilà, la camomille, et il parle aussi de 100 à 400 mg de théanine. La L-théanine, c'est un des principes actifs du thé vert et c'est un relaxant profond. C'est pas un somnifère, ok, ça n'assomme pas, ça vient relaxer l'organisme. Si tu veux te renseigner sur la théanine, c'est T-H-E-A-N-I-N-E. Voilà pour cet épisode et pour mes pistes et explications sur le sujet du sommeil, toujours à travers la grille de lecture du système nerveux. Si tu connais des personnes qui ont du mal à dormir, qui ont des insomnies, partage-leur cet épisode. Et comme d'habitude, je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta confiance et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.